Génial. Fait Ben, bonjour tout le monde. Merci d'assister à notre activité qu'on a décidé de faire. Parce qu'en fait, sur l'unité de soins dans laquelle on travaille, on a réalisé qu'il y avait quand même plusieurs parents qui qui participaient pas en fait aux soins postnataux de leur nouveau-né. Donc, on a réalisé que ça amenait quand même plusieurs conséquences sur l'unité. Et c'est pour ça qu'on a créé cette petite présentation aujourd'hui sur la participation parentale aux soins postnataux. Donc, ça a été fait en collaboration avec ma collègue Léane Chagnon et moi-même, Émilie Tremblay. Tu peux passer à la suivante. Donc, comme je disais, sur l'unité dans laquelle on travaille euh, à l'hôpital La Salle, on a réalisé que ça arrivait quand même souvent qu'il y avait plusieurs parents qui ne participaient pas aux soins postnataux. Donc, c'était pas seulement une situation en particulier, que c'est quand même des situations qui reviennent assez régulièrement. Puis, c'est pour ça qu'on a décidé en fait de faire cette activité-là. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas une raison exacte sur pourquoi il y a certains parents qui ne veulent pas participer, mais on a quand même réalisé certains patterns qui reviennent régulièrement. Donc, premièrement, on a les différences culturelles, des situations sociales et familiales et des consommations de substances. Donc, ce qu'on veut dire par là, on va en revenir un petit peu plus tard dans la présentation, mais ce qu'on veut dire par là, en fait, c'est qu'il y a plusieurs différences culturelles à Montréal en général, au Canada en général, on a quand même une grande diversité culturelle. Puis à l'hôpital La Salle, on a beaucoup de diversité culturelle présente. Et ça, ben, en fait, toutes les cultures vont agir de façon différente. Puis pour eux, c'est la norme. Pour une autre culture, ça peut être différent, mais pour eux, ça va être la norme. Donc, ce clash de culture-là, des fois, peut être difficile pour les infirmières à gérer s'ils ne sont pas justement euh, s'ils sont pas nécessairement à l'affût, mais s'ils sont pas conscientes de cette différence culturelle-là. Donc, un exemple qu'on va revenir un petit peu plus tard, mais juste pour avoir une mise en contexte, ça va être par exemple une maman qui est occupée, qui a pas le temps de changer la couche de son bébé présentement, soit que physiquement elle ne va pas bien ou elle est en train de parler avec l'infirmière, peu importe la raison. Mais le papa va être dans la chambre avec la maman. Puis l'infirmière, en rentrant dans la chambre, va réaliser que la couche du bébé est pleine et demande au papa de la changer. Puis lui, au lieu de la changer, il va aller chercher la grand-maman parce que c'est juste dans cette culture-là, le papa, ben, en fait, il ne va pas s'occuper du nouveau-né. Fait que ça peut quand même être déstabilisant pour l'infirmière, puis ça peut être difficile de savoir comment réagir aussi dans ces situations-là. Sinon, ben, c'est sûr qu'il y a quand même aussi plusieurs contextes de consommation. Fait qu'il va y avoir des parents qui vont arriver ben, sous consommation, qui ne vont pas nécessairement le dire. Ça peut aussi être plus difficile à gérer, non seulement sur le contexte physique pour la maman, mais aussi sur le contexte social de exact, de comment justement gérer ces situations-là. Et surtout en périnatalité, oui, of course, on a la formation de base pour comment gérer des situations comme ça, donc des patients sous consommation, dans le domaine de la santé mentale, mais c'est pas la- les patients prioritaires qu'on a, on s'entend. Fait que ça peut être difficile aussi. Les infirmières peuvent se sentir un peu non outillées sur comment gérer des situations comme ça. Fait que bref. Les conséquences qu'on a remarquées sur l'unité, tout va bien. les conséquences qu'on a remarquées sur l'unité, ben, c'est sûr que la charge de travail va être beaucoup plus grande pour les infirmières. Il peut y avoir une certaine fatigue parentale, les frustrations aux soins du personnel infirmier. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que si par exemple, l'infirmière, je retourne sur l'exemple du papa qui ne voulait pas changer la couche, dépendamment de l'infirmière, il y en a qui vont juste décider de changer la couche parce qu'ils ne savent pas comment aborder la situation. Ben, ça peut augmenter la charge de travail. Il y en a aussi qui vont essayer d'aborder la situation, mais l'abordent peut-être pas nécessairement de la manière la plus délicate, ce qui peut commencer à créer des frustrations aux soins de la famille. Ils peuvent se sentir non respectés. Donc, tout ça peut quand même être assez difficile. Puis, au sein de l'équipe aussi, on a remarqué qu'il y a certaines infirmières qui vont sentir de l'injustice
parce que quand ils réalisent au début du corps de travail qu'ils vont avoir une famille qui vient d'une certaine culture, ben, ils vont déjà avoir un certain préjugé. Puis ils vont sentir de l'injustice, en fait, juste parce qu'ils vont sentir qu'ils font plus de travail que les autres, qui ont des familles qui participent déjà automatiquement aux soins des nouveau-nés. Donc, tout ça, c'est sûr que ça peut amener des frictions sur l'unité de travail. Comme je dis, ça peut amener de la fatigue parentale, de la frustration, ça diminue aussi l'autonomie des parents. C'est sûr que si les infirmières font régulièrement les soins du nouveau-né, ben, les parents ils ont moins d'autonomie aussi là-dedans. Fait que ça peut être un petit peu plus difficile une fois rendus à la maison. Donc, bref, pour toutes ces raisons-là, c'est pour ça qu'on a décidé de faire notre activité sur ce sujet. Tu peux changer maintenant. Euh, donc, en analysant la situation, on s'est vraiment questionné à savoir, OK, on a vu cette situation-là, mais comment qu'on peut faire pour changer, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? Donc, on a remarqué qu'il y avait vraiment un manque de lignes directrices uniformes sur l'unité. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'il n'y a pas nécessairement une méthode. C'est sûr qu'il n'y a jamais juste une méthode qui va fonctionner pour toutes les familles, mais il n'y a pas une méthode en particulier qui est offerte sur l'unité pour, pour montrer en fait aux infirmières comment agir face à des situations comme ça. Donc, ce serait quoi la bonne manière d'approcher une famille d'une culture différente où est-ce que le papa ou la maman ne veulent pas participer aux soins du nouveau-né. Donc, en remarquant ce manque de ligne directrice-là, on a remarqué aussi qu'il manquait un leadership mobilisateur. Donc, je vais en parler un petit peu plus tard, en fait, dans la prochaine diapo. Ensuite, ben, comme je disais aussi, justement, les infirmières peuvent être assez inconfortables face à certaines réalités culturelles. Puis, c'est pour ça qu'on trouvait que c'était important de faire une présentation comme ça où est-ce qu'on pourrait au moins montrer une certaine ligne directrice sur comment agir face à certaines situations inconfortables. Puis, comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a des tensions dans l'équipe, il y a une baisse de cohésion, des soins qui ne sont pas nécessairement hétérogènes. Donc, pour toutes ces raisons-là, encore une fois, on voulait créer ce petit document-là pour que euh, le personnel pourrait avoir une meilleure idée sur comment agir. Et bon, ce qui en est du leadership mobilisateur, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que on veut que les infirmières, justement, on veut en fait inspirer le personnel infirmier à se rassembler autour d'une vision commune, donc à se rassembler autour euh, d'une vision commune en lien avec les soins transculturels. On veut encourager on veut encourager une collaboration et on veut motiver aussi les infirmières sur l'unité. On veut favoriser un climat de confiance et d'autonomie. Et on veut soutenir aussi l'engagement de l'équipe dans la cohérence des soins. Donc, on veut vraiment on veut créer justement cette certaine ligne directrice des soins pour que les infirmières agissent toutes un peu de la même façon, pour qu'on diminue l'injustice entre le personnel infirmier dans l'équipe, afin que justement toutes les infirmières se sentent outillées à interagir et à participer adéquatement dans les activités, ben pas dans les activités, mais dans les moments de soins transculturels. Là. Donc, quand ils font affaire avec des familles de différentes cultures. Donc, ma collègue Léane va parler de certaines études de cas, donc des situations en fait qu'on a vécues sur l'unité, puis sur comment ce serait quoi les bonnes lignes directrices et comment ce serait quoi les bonnes manières d'intervenir dans des situations du genre. Excellent, parfait. Donc, si je fais une petite introduction, là, moi, ça fait 1 an que je travaille à l'UFN, puis c'est des situations que j'ai vécues ou que j'ai entendues, là, dépendamment, puis seulement en 1 an. Là. C'est pour dire que c'est quand même assez présent. T'sais. La première étude de cas, on va la lire ensemble. Dans une famille d'origine indienne, les soins au bébé étaient entièrement réalisés par les femmes, conformément à leur tradition. Le père, bien que présent, refusait de participer, préférant appeler la grand-mère pour changer la couche. Cette situation a créé un malaise pour l'infirmière qui souhaitait favoriser la participation parentale tout en respectant les valeurs culturelles.
La barrière linguistique accentuait le défi. Ce cas illustre la nécessité d'un leadership mobilisateur permettant de soutenir les infirmières dans leurs interventions et de promouvoir les soins transculturels respectueux, uniformes et adaptés à la diversité familiale. Donc, ça, si je dis un peu plus ça dans des mots courants, là, euh, en gros, j'étais arrivée dans la chambre, puis je devais m'occuper de la mère qui est en train d'avoir une hémorragie postpartum. Puis le bébé, j'ai comme pris de la mère pour le tasser, puis j'ai remarqué qu'il était plein de caca. Et j'ai regardé le père, j'ai dit, il faut que tu changes ton bébé, il faut que tu y mettes une couche, parce que maman peut pas l'avoir collé sur elle en peau à peau, puis avoir bébé qui fait caca dessus, puis est en hémorragie en plus de ça. Là, c'est rien de tout ça qui fonctionne. Puis là, j'ai regardé, puis au début, elle avait pas l'air de trop me comprendre. Fait que j'ai commencé avec un peu plus de mime ou quoi que ce soit pour que c'est que je sais ce que je peux pour essayer de me faire comprendre. Puis j'ai compris que c'était pas en fait la barrière linguistique qui venait faire un clash, c'était tout simplement que pour lui, de se faire demander, encore plus par une femme, de changer la couche de son enfant, c'était tellement absurde et inhabituel. Puis là, il avait l'air tout dépaysé. J'ai dit, OK, je vais juste déposer bébé dans son lit, puis je resterai plus tard. Je vais juste m'occuper de la mère parce que, tu sais, j'y suis allée avec mes priorités, là. Puis, au final, j'ai remarqué que pendant que je faisais le massage terrain de la mère, puis que je m'occupais de ses lochis, puis de m'assurer de son bien-être complet, là, le père avait appelé une grand-mère, je sais pas si c'était sa mère à lui ou la mère de la mère, là, pour être honnête, pour qu'elle vienne et qu'elle elle vienne laver bébé et changer la couche. J'ai pas réagi, j'ai pas intervenu dans cette situation. Là, il a trouvé une manière de se débrouiller. Il s'est assuré que bébé a été changé, puis que bébé soit propre, puis que ce soit pas la maman qui fasse ça. Mais, je veux dire, bébé a été longtemps en peau à peau avec maman avant que quelqu'un intervienne, puis qu'il réalise que bébé avait fait caca partout sur elle, puis qu'il fallait changer la couche de bébé. Puis ce n'était pas papa qui l'aurait fait, là. Puis ça vient... Tu viens de poser des questions aussi sur comment eux, ils vont agir à la maison. Pauvre dame, il faut lui apprendre, comment elle prend soin du bébé dans ce cas-là de son plein gré, tout seul, de façon vraiment autonome. C'est sûr qu'elle aura l'aide des grands-mères, là, probablement. Là. Puis c'est de aussi savoir, avec mes propres valeurs à moi, comment est-ce que j'interviens dans cette situation-là. C'est tout le temps à peu près le même pattern qu'on va suivre quand on va venir intervenir dans des situations qui nous rendent un peu mal à l'aise comme ça, autant face aux soins des parents, mais par rapport à d'autres situations qui nous rendent mal à l'aise. Là. Donc, premièrement, on veut utiliser du renforcement positif. C'est-à-dire de dire au papa, oh non, mais t'es capable, ça va être correct. De montrer que tu as confiance en lui, puis qu'il va être capable, puis qu'au pire, tu lui montres. Puis que la prochaine fois, il va faire encore mieux, puis la prochaine fois, il va le faire tout seul. D'essayer de. Là, le deuxième point, là, c'est un peu là que je m'en vais, là, mais employer des phrases valorisantes afin d'encourager la confiance et l'autonomie. De lui rappeler qu'il est capable, que tu peux lui apprendre. C'est correct, c'est la première fois peut-être qu'il est papa. Mais tu sais, d'essayer de l'encourager à être impliqué, puis de vraiment y aller sur le renforcement positif, puis de monter un peu l'ego là, par rapport aux interventions du nouveau-né. Si on fait des enseignements, on essaie de s'adresser aux deux parents pour favoriser la co-implication. C'est-à-dire, tu sais, lors des enseignements, par exemple, la prévention du bébé secoué, planifier un moment où le père sera présent pour inclure les deux parents. Donc, si on arrive dans la chambre avec l'intention de faire de l'enseignement, puis on remarque qu'il y a juste maman parce que papa est à la maison avec l'autre bébé ou papa est à la maison chercher de la nourriture pour, euh, pour aider maman, ben, on dit à maman, ah, c'est quand la prochaine. C'est quand la prochaine. Tu m'appelleras quand papa va revenir, puis on va. Je vais pouvoir faire l'enseignement à ce moment-là, parce que je veux que les deux vous soyez là. Puis on fait ça clair à maman, de dire que je veux que les deux vous soyez là parce que je veux que les deux vous soyez impliqués. Si par exemple on fait un enseignement du bain, ça on sait que c'est moins commun de rendu où est-ce qu'on est là parce qu'on a beaucoup, beaucoup de charges de travail, fait que c'est plus rare qu'on fait le bain. Là. Mais si on est pour faire un enseignement du bain. Moi, souvent, ce que je dis, c'est que je montre comment tenir le bébé, puis je demande à papa de tenir le bébé pendant le bain. Puis maman, elle va venir, puis elle va laver le bébé. Ou inversement, maman va tenir le bébé et papa va laver le bébé avec une débarbouillette, par exemple. Ça permet d'impliquer les deux parents, de toi en tant qu'infirmière, de juste leur dire avec tes mots qu'est-ce que tu fais, mais de pas tenir le bébé nécessairement ou de pas être trop impliqué. C'est leur bébé, toi, tu es juste là pour les accompagner puis les aider. Puis, c'est ça, d'essayer d'impliquer les deux parents.
Si on parle maintenant en cas de besoin d'allaitement, enseigner au père comment soutenir la mère. Donc, c'est-à-dire, euh, disons qu'on arrive dans une chambre où est-ce que maman veut faire l'allaitement, puis l'allaitement va plus mal, surtout dans les premiers 24 heures, c'est plus difficile. Euh, ben, puis on amène papa, puis on lui dit, regarde comment que je fais, regarde comment on fait l'expression manuelle des seins, regarde comment je tiens bébé, puis là, tu sais, des fois au début, il faut comme 5 mains, là, 6, 4 mains pour juste tenir un nouveau-né pour s'accrocher au sein. Donc là, tu sais, on explique à papa comment tenir le nouveau-né. On explique à maman aussi comment tenir le nouveau-né, juste pour que les deux soient impliqués puis les deux soient ensemble là-dedans. Et souvent, mettons, si moi j'ai la position, puis là, bébé est accroché, bébé est bien, je dis à papa, viens-t'en ici, tu sais, tiens, remplace maman, puis moi je vais partir, j'ai d'autres choses à faire. Tu sais. Donc on essaie vraiment, puis c'est aussi pour l'aider à la maison, comme apprendre à papa comment soutenir maman à la maison, parce que nous, on sera plus là, tu sais. Puis elle va avoir besoin d'aide aussi. Euh, c'est ça. On a la liste des enseignements obligatoires qui est très, très importante à ne pas oublier. Euh, donc, tu sais, à une page du Cardex, on a une page complète avec les petites cases d'enseignement. Là. Très important de les réaliser, puis très important de les faire avant que le parent quitte. C'est pas tout shooter d'une shot. Ben, ça veut rien dire shooter d'une shot, là, mais tout donner l'information d'un seul coup. Euh, Parce que, je veux dire, ça va rentrer par une oreille, ça va sortir de l'autre. Personne n'a envie d'être bombardé d'informations d'un seul coup. On essaie de disperser les points d'enseignement, puis on s'assure que les parents comprennent bien les points d'enseignement. Donc, on confirme avec eux, est-ce que tu as bien compris? Est-ce que tu as bien compris? Oui. C'est une bonne question, là, mais montre-moi comment tu as bien compris. Mets-moi dans une situation, dis-moi les points qu'on recherche pour un symptôme de préclampsie à la maison. On veut savoir qu'est-ce qui est, comment les parents comprennent, puis comment ils veulent s'impliquer dans les soins postnataux. Puis là, on parle maintenant de respecter les différences culturelles et de s'informer sur les raisons des comportements observés pour adapter l'intervention. Donc, si on passe à la situation numéro 1, l'étude de cas numéro 1, dans la culture indienne, c'est les femmes qui s'occupent des nouveau-nés. Euh, Cependant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun papa qui va s'impliquer. Il y en a qui s'impliquent énormément, mais la majorité vont avoir en tête qu'ils ont un nouveau-né et qu'ils ne s'en occuperont pas. On essaye du mieux qu'on peut pas de les forcer, mais de les impliquer quand même, de juste, tu sais, par exemple, on dit à maman, OK, mais pour l'enseignement, je veux que papa soit là. Puis on regarde papa quand on fait l'enseignement et on donne des exemples avec papa. Peut-être que papa, lui, ça lui résonnera pas, mais au moins, on aura fait l'intervention d'inclure papa. Un autre exemple, c'est quand on parlait des couches, justement, encore une fois, de dire, ben, papa, change la couche. Papa ne veut pas changer la couche. Tu peux lui dire, oh, mais non, mais je vais te montrer comment. Puis, tu le feras après, puis tu vas être vraiment bon. Là. De continuer avec le renforcement positif, puis d'impliquer papa. Si, par exemple, maman donne le biberon, de dire à papa, OK, mais si tu veux, prochain biberon, tu prends le biberon, puis tu viens au poste des infirmières chercher du lait. Comme ça, maman peut rester assise avec bébé, puis toi, tu peux venir chercher le biberon. De donner ça comme une situation, comme une solution, qui va l'inciter à plus vouloir. Puis ça marche la majorité du temps pour être honnête. Le papa va faire OK, puis là, il va venir chercher le lait à chaque fois, puis il va être bien content. Puis elle perd pas de l'énergie, elle reste avec son bébé, pendant que papa, lui, il va chercher le biberon. Ça fait une implication des deux parents. Puis c'est quelque chose que peut-être papa n'aurait pas pensé faire au début, tout seul. On va passer à une deuxième situation. Euh, une patiente admise pour saignement grave sous l'effet de méthamphétamine a accouché prématurément par césarienne d'urgence. Après la naissance, elle montrait peu d'intérêt pour son bébé né à 33 semaines. Elle refusait la plupart des soins, sortant fréquemment pour fumer, malgré les conditions instables. L'équipe infirmière a dû assumer la majorité des soins et assurer la sécurité du nouveau-né. Cette situation exigeait vigilance, jugement clinique et collaboration interdisciplinaire. Elle met en lumière l'importance d'un leadership infirmier mobilisateur pour encadrer, soutenir et informer les pratiques face à des contextes sociaux complexes. Donc ça aussi, c'est une situation qui est arrivée très récemment. La dame est arrivée en ambulance parce que elle saignait. Puis comme on peut le savoir, les drogues, surtout la méthamphétamine, là, ça peut déclencher le travail.
Donc là, c'est pour ça que le bébé est né prématurément, c'est qu'elle a commencé à travailler. Puis en plus, elle avait un placenta prévia. Il n'y a rien de. Là, c'est ça qui me explique les segments, là. Mais il n'y a rien qui allait de toute façon dans cette situation-là. C'est une dame qui n'avait fait aucun suivi de grossesse. Déjà là, ça a montré une petite cloche, c'est qu'il y avait peut-être de la négligence en jeu. Parce que quelqu'un qui n'a pas de suivi de grossesse, c'est très dangereux. On aurait pu savoir, on aurait pu céduler la césarienne, on aurait pu prévoir qu'il allait avoir un bébé qui venait pour placenta prévia. On aurait pu savoir qu'il y avait un nouveau-né prématuré aussi. Euh, donc, c'est ça. Il n'y avait aucun suivi pour elle. Tu sais, le 33 semaines, c'est très estimé. Elle est arrivée d'urgence à l'hôpital. Quand elle est arrivée, elle était sous l'effet des drogues. On le voyait. Il y a une gynécologue qui lui a demandé est-ce que tu es sur quelque chose. Au début, elle lui a dit non. Alors, la gynécologue a redemandé, puis elle a dit si tu es sur quelque chose, tu as besoin de me le dire. Avec un ton plus ferme. Il y a certaines personnes qui diraient que c'est pas correct de parler à quelqu'un comme ça. Il y en a d'autres qui trouvent que c'est tellement une situation urgente, importante, ça met deux vies en danger, qui trouvent que c'est nécessaire. T'sais. Puis finalement, avec ce ton-là, elle a dit oui, j'ai pris quelque chose. Là, elle a assumé avoir consommé de la méthamphétamine récemment durant la semaine. Elle a été très vague avec le moment qu'elle a consommé ça, probablement la veille, puis probablement qu'elle était encore sous méthamphétamine quand elle est arrivée à l'hôpital. La césarienne a eu lieu, puis bébé, puisqu'elle est un bébé prématuré, a été transformé à la pouponnière. C'est parce qu'elle devait être sous incubateur. Bon, c'est pas la seule raison pourquoi elle a été transférée à la pouponnière. Il y a plusieurs bébés qui sont des cas sociaux qui vont être transférés à la pouponnière à titre de garderie. C'est oui, c'est une raison d'être prématuré pour être transféré à la pouponnière, mais c'était aussi parce que c'était un cas social. Bien sûr, la, la DPJ et la travail social ont été avisés assez rapidement. La mère était au courant. Il y a certains cas, par exemple un cas que je vais parler un peu plus tard, là, que les parents ne sont pas au courant, qui sont contactés. Puis c'est simplement quand la travail social ou la DPJ arrive que là, ils sont informés qu'ils ont été contactés puis que la garde du bébé va être évaluée. Pour elle, elle était au courant. Puis malgré le fait qu'elle le savait, que son bébé, la garde de son bébé était en jeu, elle ne s'impliquait pas plus aux soins. C'était une dame qui n'allait pas voir son bébé à la pouponnière. Elle ne prenait pas soin d'elle, tu sais, je veux dire, elle ne mangeait pas. Elle ne prenait pas de douche. Elle sortait souvent fumer. Elle faisait beaucoup de chutes de pression aussi quand elle allait fumer. Fait que, sachant que si tu sors, tu vas faire une grosse chute de pression, il y en a quelques-uns qui seraient comme réticents puis qui diraient, OK, non, pour ma propre santé, je ne vais pas sortir cette fois-ci. Les deux autres fois que je suis sortie, j'ai fini à terre puis on finit par me réveiller puis j'étais en chaise roulante. C'est pas plaisant pour personne. Fait qu'il y en a qui vont avoir ce jugement-là puis cette façon de penser-là de je ne vais pas sortir sachant que je vais être dans que ça va me faire une chute de pression. Cependant, elle sortait presque à chaque heure fumer, n'allait pas voir bébé à la pouponnière, ne se lavait pas, ne faisait pas ses soins d'hygiène totaux, autant pour la plaie que pour son corps complet. C'est sûr que ça vient se, 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 se remettre en question en tant qu'infirmière sur c'est quoi ta place dans la situation. Si tu veux pas lui dire, ben, va t'occuper de ton bébé, tu sais, je veux dire, va l'avoir, c'est pas notre place. Cependant, c'est quand même un message qu'on veut lui transmettre. Sur comment est-ce qu'on peut lui transmettre ça? C'est de lui rappeler fréquemment. Hey, est-ce que tu es allé voir bébé à la pouponnière? Non. Ah, ben ça serait le fun, tu devrais la voir, elle est trop belle. C'est de juste venir intervenir, pas de lui dire mot pour mot, va voir bébé, mais de l'inciter à aller voir bébé et de faire comme si c'était sa propre décision. Euh, Finalement, cette femme-là, elle a fini par. Excuse, Léane. Oui, vas-y. Faut que je te coupe juste parce que je paye pas pour le Zoom, puis il va finir dans une minute. Fait qu'il faut, faut que j'en recommence une autre. Avant que tu Ah, commences ok, c'est correct. l'intervention, je trouvais que c'était un bon moment pour te... pour te... Bonne idée. Je Mais vous... veux-tu le couper, je pense? Hein? Euh, Veux-tu le couper maintenant, puis
Ouais, c'est ça. commence. Je vais le couper maintenant, puis je vous On se renvoie reconnaît. un lien là. Donc, finalement, ce qui s'est passé avec cette dame-là, ben, elle a quitté l'unité, tout simplement. Elle n'avait pas encore son congé, puis elle a juste décidé de partir en pleine nuit. On a reçu un appel autour de 1 heure du matin d'un monsieur, sachant que ce bébé-là n'avait pas de père légalement, là, il n'avait jamais été cité. On a reçu un appel d'un monsieur à 1 heure du matin qui nous a dit: Ah, elle va revenir. Elle a juste manqué son autobus. Elle veut vraiment la garde de son bébé. Elle est jamais revenue. Une semaine plus tard, elle est revenue à l'unité pour demander d'enlever ses agrafes, puisqu'elle avait une césarienne. Donc, normalement, tu sais, des agrafes, on sait que ça reste 72 heures. Là, elle est revenue une semaine plus tard. Il n'y avait pas de signe d'infection, mais ça aurait pu être très, très dangereux pour elle. Elle avait aussi encore son lock en place, son NS-lock, donc son accès IV, ce qui est très dangereux aussi, là, sachant que c'est une consommatrice. Ça fait un accès très facile aux veines. Merci, elle était encore en vie, mais ça aurait pu être très, très grave pour elle. Autant que son bébé était pris en charge à la pouponnière, oui, c'est un bébé qui va faire partie du système, c'est triste, mais autant que pour elle, sa vie était vraiment en danger à ce moment-là. Donc, elle est revenue, puis elle a affirmé: Je veux enlever mes agrafes et je veux quitter avec mon bébé. En tant qu'infirmière, comment tu réagis à ça? Tu veux pas lui dire: Ah ben non, t'as pas le droit. Mais c'est ça qui se passe. Il faut trouver une façon de comme, contourner ça encore, puis être créative un peu. Donc, dans une situation comme ça, comment qu'on lui dit: C'est ton bébé, attends, la DPJ est contactée, tu le savais. La travailleuse sociale est avec toi. Si tu veux la rencontrer, on peut t'organiser une rencontre. Tu ne peux pas, par contre, voir ton bébé, mais je t'invite à attendre dans la salle d'attente si tu veux la travailleuse sociale. Sinon, on peut préparer un rendez-vous puis tu reviens à l'hôpital. Mais tu sais, elle n'a pas le droit de voir son bébé. Elle a essayé de se débattre un peu. On lui a informé. Tu sais, toujours rester calme, c'est très important. Puis de peser ses mots. On lui a informé que si elle perdait le contrôle, la police allait devoir être contactée pour et la sécurité, tu sais, parce qu'on voulait pas quelqu'un qui décompensait en plein milieu du corridor. Finalement, ça, je pense que ça l'a remis en place, puis elle a décidé d'attendre à travers ce à l'attente, ce qui est correct. Elle a le droit. Puis finalement, le travail social est venu la chercher là, avec la DPJ, puis on discutait. Puis là, après, c'est plus entre nos mains, on sait pas qu'est-ce qui se passe. Bébé est toujours à la pouponnière parce que c'est un bébé de 33 semaines. Mais c'est une situation quand même assez grosse qui remet en jugement autant comment nous, nos valeurs, qu'est-ce que c'est nos valeurs, autant que, qu'est-ce que c'est notre profession, puis comment est-ce qu'on doit interagir. T'sais. Cette dame-là, d'ailleurs, elle voulait pas prendre. Je reviens là, dans le temps, là, je m'excuse, quand elle était hospitalisée, je pense qu'elle était à 36 heures postpartum. Elle voulait pas se laver. Puis là, je disais: Oui, mais ta plaie de césarienne, on a besoin de la voir, puis il faut la laver parce que sinon, ça va s'infecter. Et, puis elle était gelée, clairement, à ce moment-là. Là. Finalement, j'ai fini par lui donner un bain. C'est c'est très. C'est pas toutes les infirmières qui feraient ça, puis c'est pas n'importe qui. On n'est pas obligé de faire ça. Mais je pense que dans cette situation-là, je me disais, si cette femme-là, c'est clairement quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent, qui habite dans la rue, peut-être qu'elle n'a pas accès à des couvertures chaudes ou à une eau très propre qui peut se remplir dans un bain, tu sais. Euh, donc, j'ai offert la possibilité, puis elle était tellement qu'elle n'était pas capable de se laver, là, fait que j'ai dû le faire. J'avais le temps. C'est pas tout le monde qui a le temps. C'était une journée qui était moins chargée, bien sûr. Mais à voir aussi, tu sais, comment on interagit face à des situations comme ça. Donc, c'est les interventions. Encore une fois, c'est la même. C'est le même PowerPoint que l'autre. Fait qu'on intervient de la même façon dans chaque situation, juste dans avec des façons différentes. Encore une fois, on y fait de l'enseignement. Là, c'est une situation différente. Papa n'est pas là, puis on peut pas tant faire d'enseignement, mais on fait beaucoup d'enseignement sur elle, sur les soins de la maman. Puis on lui demande s'il y a quelqu'un qui peut être là avec elle, qui peut s'assurer de prendre soin d'elle. Qui peut voir, par exemple, comme j'ai dit, les signes d'infection de la plaie.
ou quelqu'un qui peut être avec elle pour si jamais elle a des gros saignements abondants puis qu'elle fait une hémorragie postpartum à plus de 72 heures après sa césarienne, ben, quelqu'un qui peut l'amener à l'hôpital ou quelqu'un qui peut lui dire hey, ça serait le bon moment d'aller à l'hôpital. T'sais, on essaie de, comme, de faire nos recherches puis de faire de l'enseignement, mais cette fois-ci, on adapte ça à simplement les soins de la mère. Puis, comme j'ai dit, respecter les différences. C'est ça. Il y a des gens qui n'ont pas commencé de la même... On n'a pas tous commencé au même endroit dans la vie, puis peut-être qu'elle aussi, c'était un bébé prématuré qui a fini dans le système, puis là, sa maman aussi apprenait quelque chose, puis ça a amené à où elle est aujourd'hui. Là, de se rappeler que chaque personne est différente, puis qu'il faut juste s'adapter à ça. Là. D'autres situations, là, je vais pas faire des grosses situations, là, mais je vais juste parler de même. Euh, Et à un moment donné, j'ai eu un appel, une mère qui m'a appelé à la chambre, puis qu'elle était toute seule, parce que papa était allé, je pense, chercher quelque chose à la maison, je ne sais plus. Puis j'étais comme, ben, je peux te montrer comment, mais je veux dire, je vais pas le faire à chaque fois. Puis là, elle était comme, non, mais je sais comment, mais ça me dégoûte. Encore une fois, si tu veux pas juger quelqu'un, et on n'est pas là pour juger, mais on intervient de façon à lui dire, oui, mais c'est ton enfant. Je comprends que ça te dégoûte, mais t'es rendu là dans la vie de décider d'avoir un enfant. Comment est-ce qu'on peut verbaliser ça de façon adéquate et respectueuse? C'est de lui dire, est-ce que tu aimerais qu'on le fasse ensemble pour la première fois? Puis, tu sais, éventuellement, ton bébé, ça va te dégoûter de moins en moins. Tu sais, c'est comme un peu de la thérapie d'exposition. Plus tu le vois, moins tu vas être dégoûté. Puis là, tu rends ça un peu quasiment à la rigolade. Puis là, elle va se dire que, ben ouais, ok, tu sais, je peux essayer de même. Puis là, au pire, tu te mets des gants. Tu trouves des solutions alternatives. Tu as le droit de te dégoûter. C'est n'importe qui est dégoûté par des affaires, mais tu dois quand même le faire. Donc, c'est ça. C'est de l'accompagner là-dedans. Ou sinon, hier, il s'est passé quelque chose. Puis là, en plus, je me suis dit, oh mon Dieu, je pourrais le partager demain à la présentation. On a eu un retour de césarienne. Puis là, tu sais, maman, elle arrive sur la civière avec bébé sur le corps. Puis là, il faut transférer maman de la civière au lit. Puis on fait pas ça quand le bébé est dans les bras. Donc là, on prend bébé, puis on regarde le papa, puis on dit, ah tiens, je te donne le bébé. Et le papa a mis ses mains derrière son dos et il s'est accoté sur le mur. Et là, la caméra avec qui j'étais, elle tenait le bébé, puis elle a regardé, puis elle a comme pas trop compris. Puis elle a comme répété, elle a dit prenez bébé. Et le papa, il a dit non de la tête. Et là, elle a dit oui, mais bébé, je vais pas le mettre par terre. J'ai besoin de quelqu'un qui le prenne maintenant. Tu pourras le déposer dans le lit après. Tu sais, c'est d'être ferme, d'être respectueux, mais je veux dire, t'es un parent, t'es la seule personne qui est présente présentement dans la chambre. Tu dois prendre le bébé. C'est de lui dire oui d'un ton ferme, mais d'un ton respectueux. De trouver une solution alternative. Après, quand tu seras en train de le tenir, tu le mettras dans le petit lit. Mais présentement, il faut que tu le prennes. Voilà. Finalement, on va parler du S-bar. Je vais laisser Émilie prendre la parole là-dessus. Oui, en fait, on trouvait ça pertinent aussi quand même de rappeler la technique S-bar que généralement toutes les infirmières vont utiliser, pas nécessairement juste les infirmières, mais juste pour communiquer dans l'équipe soignante. Mais on trouvait ça quand même pertinent de faire un petit rappel parce que ben, on a réalisé que justement dans des situations comme ça, on dirait que les infirmières deviennent tellement déstabilisées que les bases de la profession, en fait, les bases de notre communication, ben, ils prennent le bord un peu. Fait qu'on s'est dit que ça pourrait être pertinent justement de... C'est déjà une situation qui peut être un peu inconfortable pour certaines personnes. C'est déjà des situations qui peuvent être difficiles à gérer. Donc, ça serait quand même pertinent c'est ça, de rappeler ce petit mémo pour qu'au moins la communication dans l'équipe se fasse fluidement puis d'une bonne manière. Donc, la technique S-bar, en fait, c'est de se baser, premièrement, on va parler de la situation. Donc, décrire brièvement c'est quoi qui est en train de se passer en ce moment de façon courte, formelle, structurée. Vraiment juste pour avoir un peu une idée de la situation. Là. Donc, voilà. Ensuite, on va parler du background de la patiente. Donc, expliquer le contexte. C'est quoi la raison de la communication en ce moment? C'est quoi qui est pertinent à, à communiquer? C'est ça. C'est pour quelle raison que je te partage cette information-là. Le assessment, c'est de présenter les observations de
l'évaluation d'infirmière. Fait que, par exemple, je sais pas, il y a un segment quelconque où la pression diminue, les signes vitaux sont différents, n'importe quoi, toutes les observations qui ont été faites, on va, ben, les observations pertinentes, obviously, on va les partager pendant cette communication-là. Et ensuite, les recommandations. Fait que de vraiment formuler clairement c'est quoi qu'on recommande à faire, que ce soit au médecin, que ce soit à l'infirmière, que ce soit au préposé, peu importe, mais de vraiment être clair sur c'est quoi qu'on recommande de faire, c'est quoi qu'on veut faire. Donc, je pense que c'est super important cette partie-là. Puis je pense que c'est particulièrement pour ça euh, qu'on voulait faire un petit rappel de SBAR parce que j'ai l'impression que souvent, on va voir justement dans la communication de l'équipe que oui, on va parler de la situation, on va parler du background, des observations, on va parler des opinions, des jugements, mais on ne va pas vraiment parler des recommandations, puis sur comment on peut faire pour que les soins au sein de l'équipe ils restent homogènes, puis que tout le monde aussi intervienne de la même manière. Donc, c'est particulièrement pour le R, les recommandations, donc de vraiment être clair sur, un peu comme Léane avait expliqué, toutes les interventions qu'on fait, ben, d'être clair pour le prochain chiffre de travail, c'est quoi les interventions qui ont été commencées avec cette famille-là, par exemple. Donc, c'est quoi les interventions qui fonctionnent bien avec ce couple-là, mais de vraiment transmettre l'information pour que toutes les infirmières puissent travailler ensemble puis dans la même direction, au lieu de chacune faire des trucs de notre bord de façon différente, puis que là, ça devient super chaotique, non seulement pour l'équipe, pour les infirmières, pour le travail, mais aussi pour les partenaires de soins. Donc, c'est juste un petit rappel qu'on voulait faire ici. Et on est rendu au tour de table, donc je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui veulent partager quelque chose. Sinon, il n'y a pas de stress du tout non plus. Euh, mais voilà, on est ici. Si jamais vous avez des questions, si vous voulez partager des opinions, n'importe quoi. Donc, Ben moi, je viens juste de commencer sur l'unité. Fait que j'ai pas vraiment de vécu, mais j'apprécie vraiment votre présentation parce que je me sens vraiment outillée, là. Tu sais, ça donne vraiment des bons exemples. Je pensais jamais qu'il y avait autant d'affaires qui pouvaient arriver. Merci. ben oui, merci. C'est ça le but de la C'est bien. présentation aussi. Fait que je suis contente que ça fonctionne au moins. Ben oui, totalement. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose? Non. Bon, on peut passer au prochain. Ah oui, ici, c'était juste pour montrer que, ben, avec tout ça, comme on voit, on est seulement quatre. Donc, deux autres personnes autres que Léane et moi en ce moment. Mais on est quand même 22, ben, une vingtaine d'infirmières à travailler là, sur l'unité. Donc, puisqu'on sait que c'est pas tout le monde qui pouvait participer à cette heure-là, à cette journée-là en ce moment, il y a des gens qui travaillent, on a toutes nos vies personnelles puis des choses à faire. Donc, on s'est dit que premièrement, la présentation est enregistrée, donc elle va être publique pour tout le monde qui veut la réécouter. Et on a aussi créé cette petite affiche qu'on désire mettre justement dans le bureau des infirmières, juste pour avoir, c'est sûr que là, c'est très, très, très bref de tout ce qu'on a parlé, mais juste pour au moins avoir une petite idée, un petit rappel un peu constant, un petit rappel le fun aussi à avoir. Je trouve que l'affiche est vraiment cute. C'est un rappel visuel le fun à avoir sur l'unité de soins, juste pour garder ça en tête un peu constamment dans, dans notre vie de tous les jours là, au travail. Et finalement, ben là, puisque vous êtes seulement deux, on va vous envoyer aussi ce questionnaire d'évaluation. C'est juste un petit questionnaire, en fait, pour savoir, pour connaître votre appréciation de la présentation. Donc, de 1 jusqu'à 4 pour chaque réponse. Je pense que c'est assez clair là, pour les questions. Euh, le 1 qui est le moins apprécié jusqu'au 4 qui est le très apprécié. Donc, je vais vous envoyer ça, puis vous pouvez juste me le renvoyer directement par email par la suite. Donc, ça va être quand même assez super facile. Bien évidemment, si vous voulez, là, si vous voulez pas, il n'y a rien qui vous oblige non plus. Là. Ben, c'est la fin. Ouais, Ouais, c'est la fin. ben, génial. Ben, merci d'avoir assisté à la formation. J'espère que ça a été pertinent. J'espère que ça a été apprécié. Puis merci Léane aussi pour d'avoir partagé toutes tes expériences. Je pense que c'était quand même
En tout cas, moi, c'est une partie que j'ai vraiment aimée. Ça me fait plaisir. Ben, génial. Bye!